Serais-tu plutôt du genre à rire en voyant Naruto se prendre une vitre alors qu'il court après un ennemi? Ou au contraire, est-ce que tu lui tendrais la main pour l'aider à se relever? Est-ce que toi aussi, lorsque t'essayes de te faire des amis, t'es un peu comme Luffy et t'essayes de te mettre à leur place lorsqu'ils te rencontrent? Ou au contraire, t'es plutôt comme Vegeta à gueuler dans tous les sens? Bref, tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de compassion, ce sentiment aussi rare qu'une défaite de Saitama. Allez, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepods. Bonjour Karna, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va super, pour ma part, ça y est, c'est le début des vacances. Enfin, Ta gueule. Allez, alors aujourd'hui un épisode bien particulier puisque hier, pas du tout hier, mais il y a 2 semaines, on a vu ce que c'était la peur de l'autre, donc une force qui poussait à s'isoler des autres. Mais là, justement, on va peut-être voir l'autre versant de la pièce. Un truc que tu devrais némésis. connaître. Ah oui, toujours la main tendue puisque dans ce 10e épisode d'Entrepods, on va parler de la compassion. Et ouais, une chose que visiblement tu connais pas trop puisque tu viens me mettre tes vacances sous le museau. Exactement. En fait, moi j'ai un malin plaisir justement à m'isoler des autres et à ne pas faire preuve de compassion avec ceux qui en ont besoin. Mais Karna, puisqu'on est sur un épisode court, qu'est-ce que ça veut dire compassion selon la définition du Robert ? Alors pour le Robert, la compassion en fait c'est un sentiment qui va porter à plaindre autrui et à partager ses souffrances. C'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à confondre avec l'empathie. Ah ouais. Et oui, parce que l'empathie, on a tendance à dire que c'est le fait de se mettre à la place de l'autre et de mieux comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent, en faisant abstraction de notre propre vécu, de notre propre personne. Très bien. Sauf que, si on va un petit peu plus loin, parce que la définition du Robert concernant la compassion est très courte, le CNRTL, lui, va aller un tout petit peu plus loin et il propose différentes définitions, dont une qui est assez intéressante, et il présente la compassion comme étant un sentiment qui incline à partager les maux et les souffrances d'autrui. En synonyme, on va avoir l'apitoiement, ce qui est quand même assez négatif, la commisération, la miséricorde ou encore la pitié. D'ailleurs, de ce que je remarque, toujours sur la définition du CNRTL, c'est que au pluriel, quand on parle des compassions, eh bien, selon ce dictionnaire, c'est aussi la manifestation ou les manifestations de la pitié. Donc encore négatif. Ouais, tout à fait. Alors que c'est pas nécessaire. Alors, on le voit de manière négative à notre époque, mais ça l'était peut-être pas à d'autres époques. Et en plus, tu parles d'autres époques, mais on peut aussi parler d'autres langues, puisque compassion et empathie, eh bien, au final, en anglais, c'est plus ou moins la même chose. Ouais, totalement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que donc moi, je fais beaucoup mes recherches sur sur les États-Unis, sur les sources anglo-saxonnes, pardon, parce que je les trouve généralement plus faciles à comprendre que les sources françaises. En tout cas pour moi. Est-ce que mon cerveau est câblé autrement ? C'est tout à fait possible. Je ne sais pas. Et je ne lui poserai pas la question. Non, tu es worldwide. J'en ai peur. Et en fait, je me suis dit, attends, quelle est la traduction pour compassion ? Et donc, j'ai eu empathy. Et je me suis dit, attends, on sait qu'en anglais, on a les mots transparents, on les a pas, machin, etc. Il y a ce quid de est-ce que c'est un mot vraiment transparent ou est-ce que au final c'est un piège, machin. Je me suis dit, je vais quand même aller chercher la définition de la traduction de empathie. Et ben, je me suis retrouvée face à exactement la même définition. Donc, en anglais, en fait, compassion et empathie sont traduits par exactement le même mot, empathy. Et donc, en fait, on a une définition qui est équivalente et un sens qui est équivalent. Alors qu'en français, pas du tout. Puisqu'en fait, le Robert, lui, il va définir l'empathie comme étant la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Oui, parce qu'on revient à la racine étymologique du terme, qui vient de compatio, et c'est-à-dire l'action de souffrir, avec donc
compassion avec pitié, mais donc la notion de souffrir avec quelqu'un, de s'ouvrir à l'autre. C'est ça. Alors que l'empathie, c'est vraiment la capacité de s'identifier à ce qu'il ressent. La compassion, tu ressens avec l'autre. L'empathie, tu t'identifies à sa souffrance. D'accord, très bien. Et alors, Karna, question assez simple. Déjà, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui fait preuve de compassion? Et après ça, est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié par les philosophes récemment ou c'est quelque chose d'assez vieux comme réflexion? Alors, pour la première question, j'ai envie de te dire que ça dépend. Je fais pas nécessairement preuve de compassion dans tous les domaines et ni vis-à-vis de tous les contextes. Je vais toujours, alors à titre personnel, pour que je fasse preuve de compassion, je vais d'ailleurs plus faire preuve de compassion que réellement d'empathie. Parce que l'empathie, ça, je suis pas sûre moi aujourd'hui d'être capable d'en faire preuve. Parce que comme je l'expliquais en début d'épisode, ça demande de se mettre à la place de l'autre personne en réussissant à faire abstraction de qui l'on est. Oui, et je ne suis pas sûre, moi, d'avoir la capacité de faire totalement abstraction de qui je suis pour vraiment me mettre à la place de l'autre et le comprendre intégralement. Donc aujourd'hui, je pense que je ferai plus preuve de compassion que d'empathie. Mais encore une fois, ça dépend du contexte, ça dépend. Il m'arrive de faire preuve de compassion comme il m'arrive d'être totalement une connasse et de me moquer de quelqu'un qui se casse la figure dans la rue, alors que je pourrais totalement compatir. Ou du vieux dans la rue de l'épisode dernier. Exactement. Ou alors des chauves parce qu'ils perdent leurs cheveux. Ok, allez, aujourd'hui, c'est séance tir à balles réelles. Attends, c'est toi qui m'as balancé tes vacances en début d'épisode. Okay. Voilà. Et pour la deuxième question, en fait, la compassion est un sujet qui a été étudié depuis la Grèce antique et même avant, puisqu'il y a eu Confucius, mais ça, on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, durant la Grèce antique, les philosophes de l'époque, notamment deux, Aristote et Épicure, se sont intéressés à ce qu'était la compassion. Et ce qui est intéressant, c'est que si présenté comme étant le sentiment, enfin la capacité à comprendre et à souffrir avec l'autre, pour ces deux philosophes-là, pour ces deux bonhommes, eh ben la compassion, en réalité, c'est plutôt une émotion très désagréable. Pour Aristote, la compassion, c'est en fait une émotion désagréable qui va nous pousser à agir. Alors, Aristote, lui, va l'aborder dans deux de ses œuvres, Rhétorique et Éthique à Nicomaque. Et pour lui, la compassion, qu'il appelle éléos, est une émotion pénible qu'on va ressentir face à la souffrance d'autrui. C'est pas nécessairement qu'on va ressentir la souffrance d'autrui, mais peut-être plutôt une gêne. Tu vois ce que je veux dire ? Justement, l'autre nous produit une souffrance. C'est ça. Au final, cette compassion, elle va provoquer chez celui ou celle qui la ressent une pulsion visant à aider ceux qui souffrent et donc à diminuer leur détresse pour diminuer notre propre souffrance. D'accord. Aux yeux d'Aristote, au-delà d'être un sentiment désagréable, la compassion, c'est aussi une vertu extrêmement importante car elle permettrait à chacun d'entre nous de vivre en harmonie avec les autres. De ce que tu me dis là, ça me fait un peu penser... alors, bon, on rentre dans le domaine de la psychanalyse, qui n'est pas du tout le cœur du sujet, mais ça me fait penser un peu au sentiment du sauveur. Complètement. Tu sais, c'est ce côté où j'ai le besoin de répondre à tous les mots qui m'entourent. Mots, M-A-U-X. Moi, je me souviens, j'avais une pote, notamment, qui, dès que quelqu'un n'allait pas bien, elle se sentait obligée d'aller le voir, de lui donner une aide, enfin de lui trouver une aide, quitte à ce que ça la bouffe elle-même, quoi. Ça arrive, ça peut effectivement arriver, et ça peut, moi perso, je l'ai connu, et moi ça venait, c'était la conséquence d'un trauma. Donc est-ce que c'est de naissance, est-ce que ça vient d'un trauma ? Franchement, j'en sais rien. Moi, dans mon cas, c'était la suite d'un trauma à l'adolescence, et j'ai mis très longtemps à m'en débarrasser. Bah, d'ailleurs, toujours en parlant de trauma, Épicure lui aussi va étudier la compassion et en l'interprétant comme un trouble. Ouais, c'est ça. Pour lui, c'est pas une simple émotion,
pour lui, c'est carrément un trouble. Mm. Et lui, il va l'aborder dans Lettre à Ménoécée. Et pour lui, en fait, la compassion, c'est un trouble, c'est un état très désagréable que l'on va ressentir face à la souffrance des autres. À nouveau. Mais pour lui, en fait, la compassion, c'est une émotion négative à laquelle il va préférer l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. D'accord. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'ataraxie, c'est relativement simple. C'est qu'en fait, c'est une notion qui est apparue chez Démocrite et qui dessine justement la paix intérieure qui résulte de la modération et de l'harmonie de son existence. Ah oui, donc là où avec Aristote, on serait enclin à travers la compassion à se jeter vers l'autre pour l'aider, là au contraire, calmons nos ardeurs et prenons un recul par rapport à la situation. Exactement. Totalement. Et est-ce qu'il n'y a pas un manga justement qui traduirait ce sentiment du sauveur où le héros, malgré des pouvoirs omniscients, ne serait pas capable d'être modéré dans tout ce qu'il veut faire et au final, ce qui pourrait l'amener à sa perte? Est-ce que tu me parlerais pas, est-ce que tu n'essaierais pas de m'emmener sur le terrain d'Homonculus ? Je me permettrai pas. Après, si tu l'abordes, mais prends plaisir à en parler. Alors, oui, effectivement, on va parler d'Homonculus, de Hideo Yamamoto, disponibilité chez Tonkam, série finie en 15 tomes en arrêt de com et qui maintenant en occasion culmine à des 550 € en édition complète. Sauf quand on le trouve à 30 € dans un vide-grenier Carnin. Ça pue le sub. Ça sent le sub par ici. C'est compassion aujourd'hui, compassion. Bien joué. Ouais. Félicitations. Ouais. Et alors, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi parle Homonculus, je ne vous dirai pas le synopsis parce que le synopsis ne me convient pas. Voilà, au moins c'est clair, net et précis. Mais comment résumer cette œuvre ? Eh ben justement, en fait, en réalité, déjà, il faut savoir que Homonculus est une lecture très, très difficile et qui ne s'adresse pas à n'importe qui. Puisqu'en réalité, dans Homonculus, on va plonger tout droit dans la psyché humaine d'un point de vue égo-trip. C'est-à-dire que on va suivre un personnage qui va accepter contre rémunération de subir une trépanation. Et donc une trépanation, c'est en fait le fait de se faire un trou dans le crâne, dans la boîte crânienne, pour faire baisser la pression intracrânienne et, soi-disant, débloquer l'équivalent du sixième sens, du sixième œil et tout ce qui en découle. En réalité, la trépanation, soi-disant, de ce que j'ai pu découvrir sur Internet et ce qui m'a énormément effrayé, pourrait amener à débloquer des pouvoirs surnaturels. Okay. Voilà. Et donc ce personnage-là, il va accepter de subir une trépanation, et si au début il n'y croit absolument pas, il va se retrouver à avoir des sortes d'hallucinations, et en fait, en se cachant l'œil gauche, il va commencer à avoir des espèces d'images cheloues qu'il va interpréter avec son médecin comme étant des homonculus, et donc en fait la projection et la mise en forme des traumas. Ben dis donc. Alors, autant vous dire qu'on a tous nos traumas, donc il voit des trucs, c'est assez hallucinant. Le seul problème, c'est qu'en fait, lui, il va déclencher une espèce de syndrome du sauveur dont parlait Max précédemment, et il va chercher absolument à comprendre chacun des homonculus qu'il va croiser, quitte à soit en prendre complètement le contrôle et au final à résoudre le trauma, un peu comme un coup de baguette magique plus ou moins, quelque part, ouais. Soit à totalement perdre le contrôle de lui-même. Ok. Je ne dirai pas dans quel contexte il perd le contrôle de lui-même, mais on en arrive à ça où en fait le mec essaye vraiment de comprendre l'autre, donc de faire preuve d'empathie, de compassion quelque part, quitte à se perdre lui-même et à perdre complètement la tête. Et à nouveau, de ce que je comprends, parce que malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de lire ce super manga. 550 €, s'il te plaît. Allez, je te ferai le chèque demain. Le côté
sauveur, le côté je dois aider l'autre à tout prix, montre bien que quand un sentiment sincère est poussé à l'extrême, ça peut devenir de la perversion. Là, Complètement. de ce que je comprends et de ce que tu m'as montré aussi, Homonculus, c'est la déchéance d'un homme qui, justement, en voulant aider, en faisant Se preuve perd de totalement compassion. lui-même. Voilà. Surtout qu'en plus, plus t'avances dans le manga, et plus on te met sur le tapis qu'éventuellement résoudre les traumas des autres, en fait, que les homonculus qu'ils verraient, Ah oui, d'accord. on en revient à Épicure, qui, voilà, dit, bon, vas-y mollo, quoi, mon gars, apprends à réfléchir, quoi. Bon, alors, on va pas tomber non plus dans la zone spoiler, vu qu'on y viendra tout à l'heure, mais non sans transition, donc on l'a vu avec... Ça, c'est ta phrase, ça. Et ouais, j'adore cette phrase. Non sans transition. On a parlé d'Aristote et d'Épicure, mais tu as aussi parlé de Confucius, qui évoque la compassion comme une vertu essentielle. Alors, bon, on va faire vite fait, parce qu'on a déjà parlé de Confucius il y a quelques épisodes, mais pour lui, la compassion est une vertu essentielle qui se manifeste par la bienveillance, le respect, le souci du bien-être des autres, et donc la compassion, ce serait un peu la base d'une société harmonieuse, mais... Société idéale. Exactement, le monde des bisounours au final. Mais j'aimerais voir avec toi plutôt Bouddha, qui a vu, à travers la compassion, la manifestation du désir de soulager en réalité la souffrance des autres. Ouais, alors Bouddha, on ne le présente plus, hein, c'est une rockstar. Hein, on a dit rockstar, on a pas dit rapstar. Pardon. Mais en fait, Bouddha, dans 4 nobles vérités et nobles sentiers octuples, il présente la compassion, qu'il appelle le karuna d'ailleurs, comme étant un élément central de la religion qui portera son nom, le bouddhisme. Très bien. Pour lui, la compassion représenterait au final le désir de soulager la souffrance des autres. La compassion serait liée donc à la vacuité, qu'il appelle sunyata, et à l'interdépendance, pratitya samutpata, qui nous relie tous les uns aux autres. D'accord. En gros, c'est ça. Pour lui, la compassion, c'est vraiment un lien qui nous maintient tous ensemble et qui nous permet en fait de nous soulager les uns les autres. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, la compassion avec Bouddha, c'est un peu le lien des relations avec les autres, c'est ça ? Exactement. Tout à fait, mon bon capitaine. Et ça tombe bien parce qu'on a un super personnage, pour en parler, qui porte son nom. C'est Bouddha dans Valkyrie Apocalypse de chez Kiyun. Série en cours. 19 tomes sont sortis en France sur les 21 qui sont au Japon. Un animé est disponible sur Netflix. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Valkyrie Apocalypse, c'est c'est un tournoi où la survie de l'humanité est en jeu et où les dieux affrontent nos héros humains, pour déterminer si on doit se manger le Ragnarok ou pas. On va tous crever. Pour ceux qui savent pas ce qu'est le Ragnarok, pardon, non, ce n'est pas une technique ultime dans un jeu vidéo, ce n'est pas non plus un manga, c'est plutôt la fin des temps. Voilà. Et donc en fait, dans Valkyrie Apocalypse, nous avons donc... Attends, comment elles s'appellent les guerrières du Valhalla déjà ? Les Valkyries. Ah bah oui, c'est vrai. Et donc dans Valkyrie Apocalypse, les Valkyries vont s'opposer aux dieux de toutes les religions qui existent pour justement essayer de donner une ultime petite chance à nous pauvres humains. Parce qu'ils vont die en fait, ils vont crever. Bah ouais, mais apparemment on a beau être affreux, atroce, dégoûtant, répugnant, on est visiblement apprécié par certaines équivalentes divines. Donc bon, Bouddha, dans Valkyrie Apocalypse, a été érigé au rang de dieu. Parce que Bouddha, à l'origine, était un mortel. Bien sûr. Simple petit mortel. Alors, pas un simple mortel, puisque c'était le prince d'un royaume. Et là, attention, spoiler. Salut, c'est Maxime du futur. J'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement longtemps.
Vous l'avez compris, on va commencer à spoil Valkyrie Apocalypse et parler d'événements qui se déroulent à partir du tome 8 et 9 de Valkyrie Apocalypse. De même, si vous n'êtes pas à jour dans l'animé, je vous invite à vous avancer autour des 22 minutes de l'épisode. À ce moment-là, on va arrêter de parler de l'intrigue principale et à la place, on va plus parler de Bouddha en général. Bref, je vous dérange pas plus, passez une excellente journée, une bonne continuation et surtout un bon épisode. Bouddha a été érigé au rang de dieu. Et lors de cet affrontement, lors de ce tournoi, très rapidement, en fait, les dieux commencent un peu à flipper et à se rendre compte que finalement, du côté des humains, on n'est pas si fragile que ça. Voilà. On n'est pas les petits moucherons qu'on peut éclater avec une tongue. Voilà. Il y a souci. Et donc, Zeus se tourne vers Bouddha en lui demandant, presque en lui intimant l'ordre, de combattre aux côtés des dieux. Sauf que Bouddha, étant un ancien humain, va laisser... Ouais. Quoi, t'étais pas au courant ? Non. T'as pas reçu son message ? T'as pas reçu son mémo ? J'ai pas reçu le mémo. Pardon, vas-y, continue. Et sauf que, en fait, donc, Bouddha, étant un ancien humain, va laisser à Zeus le loisir de croire ce qu'il veut croire, de croire ce qu'il arrange, et va se dresser contre les dieux. Oh mon Dieu. Et donc, en fait, il va se retrouver à devoir affronter Zerofuku, qui est la fusion des 13 dieux japonais du bonheur, afin de protéger l'humanité. Et en fait, dans l'animé, alors, je suppose que ça doit être présent dans le manga, parce que moi, pour le coup, je ne suis pas à jour sur le manga, je ne suis que l'animé. Dans l'animé, on nous explique bien, on nous raconte le parcours de Bouddha, de comment il en est venu à Bouddha. Et il y a vraiment ce côté où il voyage, les gens le suivent, les gens l'accompagnent, et il a plus ou moins ce désir, en fait, de soulager la souffrance autour de lui. Et donc, on retrouve, pour le coup, Bouddha répond à Bouddha. Oui. Au final, c'est un bon respect de l'œuvre. Si Bouddha est Bouddha... Si Bouddha est Bouddha, mais alors qui est Bouddha par rapport à Bouddha ? Mais finalement... Bah, c'est Bouddha. Ah, très bien, je vais aller bouder. Ah, vas-y, je t'en prie. Oublie pas de le dire à Bouddha. Hein. Ok. C'est bon. Désolé, l'humour, c'est pas notre fort. Ah ouais, non, c'est pour ça on l'a pas mis dans la catégorie humour ce podcast. Mais donc, beaucoup plus loin en temporalité, donc on a Bouddha qui nous dit que la compassion, si j'ai bien compris, permet de soulager la souffrance des autres. Mais donc, bien plus tard, au XVIIIe siècle, apparaît l'Écossais David Hume qui évoque le fait que la compassion est une émotion qui nous permet de partager les sentiments des autres. Et donc, un peu comme le disait Bouddha, Bouddha, ce cher Bouddha. En particulier, partager les souffrances. Donc, à la fois, on est là pour soulager les souffrances des autres, mais aussi partager les nôtres. Ouais, tout à fait. Et en plus de ça, notre ami écossais, pour lui, la compassion, c'est un moteur moral important, puisqu'en fait, elle va déclencher chez nous, qui la ressentons, ou qui sommes censés la ressentir en tout cas, la motivation à aider ceux qui souffrent. Parce que à partir des souffrances des autres, en fait, on peut s'imaginer à la place des autres, et donc il y a une action, une capacité qui se déclenche de se projeter dans l'autre. Oui, tout à fait. C'est tout simplement la réponse de tu souffres, je souffre. Comment on fait pour plus souffrir, quoi. Et donc ça, si j'ai bien compris, il le traite dans traiter justement de la nature humaine. Exactement, mon bon ami. Et ce qui fait aussi écho à ce que disait Adam Smith dans la théorie des sentiments moraux, où justement il évoquait la compassion et l'empathie, l'empathie, mon accent, comme des phénomènes sociaux qui nous permettraient de vivre en harmonie avec les autres. Ouais, c'est pas totalement incohérent en soi. Oui. Parce que si t'as cette pulsion de vouloir de diminuer la souffrance d'autrui et donc la tienne, forcément, t'es censé tendre vers l'harmonie quelque part. Ben oui. Tu veux pas causer du tort à l'autre. Voilà.
Le seul souci qui se pose là, c'est que certains ne savent pas ce qu'est l'empathie ou la compassion, certains s'en foutent. Enfin voilà, hein, c'est ça la théorie d'Adam Smith ou de David Hume. C'est vraiment le monde des bisounours, quoi. Bah, justement, parce que il peut y avoir la peur de l'autre qui s'insinue Notamment, dans le par exemple. comportement. Par exemple, tu peux avoir la peur de l'autre, tu peux avoir l'ego de manière générale. Et donc, pour nous parler de la compassion à travers Hume et Smith en tant que reflet de nos propres souffrances et outil d'harmonie pour aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, tu voulais... Calme-toi, Buzz. Ah, moi j'étais plus sur Fort Boyard. Pas les mêmes bref. Tu voulais nous parler d'un film, cette fois-ci, Ouais. pas très connu de ce que tu m'as dit, qui s'appelle Prière pour la vie à un mal. Un mal, ouais. C'est Tout à ça fait. Un film de Okamoto Tadanari qui est sorti en 73 en France. Alors moi, j'ai eu énormément de mal à trouver des infos sur le sujet. Et d'ailleurs, je tiens à le remercier parce qu'il m'a beaucoup aidé. C'est justement Ilan Nguyen qui a écrit un papier sur le sujet qui m'a aidé, justement, et qui m'a fait découvrir ce film. Et donc, pour expliquer grossièrement le film, parce que le film n'est pas traduisible. En fait, si tu veux, le film est chanté avec un dialecte bien spécifique, ce qui fait que pour le traduire ou même le sous-titrer, Ilan m'expliquait que c'était très compliqué parce que du coup, tu perdais quelque chose de très important. Ok, ah oui, d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une essence que tu perds. Oui, tu peux pas adapter le texte. Voilà, il n'est pas adaptable. Mais néanmoins, le film, en fait, met en scène un livre imaginé. C'est un livre pour enfants qu'une petite fille malade est en train de lire. D'accord. Alors, la façon dont je vais vous le raconter va très certainement vous donner l'illusion que le film a un aspect moralisateur. Mais c'est pas du tout le cas. En fait, dans ce film, on suit deux protagonistes, Yomoei et Goroichi. Le premier, un diable bleu va s'introduire en lui et va le mener sur une vie difficile, mais qui va bien se finir. Le second va être introduit par un diable rouge et va mener une vie d'excès et va avoir une fin de vie dans la souffrance. Et en fait, tout au long du film, on suit donc ces deux histoires qui se superposent, qui évoluent en parallèle l'une de l'autre. Et en fait, le but du film, c'est pas justement de faire la morale dans le sens faites les choses bien, mais plutôt en fait, c'est plutôt une ode à l'empathie vers autrui. Il a vraiment pour objectif d'inciter à avoir de la compassion et de l'empathie envers ceux qui souffrent. Et donc, chaque diable qui se sont introduits dans chaque personnage souffre à leur manière, c'est ça ? Chaque personnage a ses propres souffrances, ouais. Ah oui, d'accord. Puisqu'en fait, okay. Yomoei, qui lui va avoir une vie difficile, a eu son lot de souffrance. Mais ça, au final, son lot de souffrance va l'amener à avoir une vie qui va bien se finir, puisqu'il va réussir à avoir une vie de famille, etc., épanouissante. D'accord, très bien. Tandis que Goroichi, qui lui a eu une vie d'excès, donc lui il a kiffé il a vécu sa meilleure vie, lui, hein. Lui il a vécu sa meilleure vie. Lui pour le coup il va payer le contre-coup puisqu'il va mourir dans d'atroces souffrances. D'accord, très bien. J'ai eu beaucoup de mal moi à le comprendre sans parler japonais. Heureusement c'est un film d'animation assez simple, mais pour le coup, alors il ne sera pas trouvable en France, je pense. En tout cas de ce que Ilan m'expliquait. Il y a un coffret qui est sorti en 2009, je crois, avec toutes les œuvres d'Okamoto, mais aujourd'hui, le coffret n'est plus trouvable en neuf. Mais, pour le coup, ça reste un film. Moi, j'ai beaucoup apprécié de le visionner, sans comprendre quoi que ce soit. Et donc, si je comprends bien de ce film, il y a aussi un discours un peu méta, où la compassion, c'est pas forcément le cœur de l'histoire, mais c'est plutôt l'impact que doit provoquer ce film dans les yeux du spectateur. Exactement. D'accord. Et c'est là où c'est hyper intéressant, en fait. C'est que le film ne va pas chercher à vendre l'empathie, mais plutôt à la provoquer chez le spectateur qui visionne le film. Et donc ça revient à la formation morale, à l'éducation morale que pourrait développer un Adam Smith en disant que c'est à travers la compassion
qu'on comprend les souffrances de chacun, quelles qu'elles soient, Ouais. que ce soit dans l'excès ou dans la modération, enfin dans la dureté de la vie plutôt que la modération. Tout à fait. Très bien. Mais alors là, on l'a vu avec Adam Smith et David Hume, ce sont des Anglais. Et depuis tout à l'heure, on disait oui, mais compassion, empathie, c'est pas la même chose, mais en même temps, Ouais. en anglais, c'est empathy, donc c'est la même chose. Qu'est-ce que tu peux me dire? Trouve-moi une solution. Là, j'ai envie d'imploser. Carrément, quoi. Toujours plus, toujours plus. Alors, en français, nous, on a 2 mots. L'empathie, la compassion, ça, c'est clair. En anglais, les 2 mots se traduisent exactement par le même terme, empathy. Mais ce qui est intéressant également, c'est que si tu fais attention, la société moderne a tendance à utiliser les 2 termes, donc compassion et empathie, de manière interchangeable. Ouais, ok, je suis d'accord. Alors qu'il existe une différence, certes, très subtile, mais elle existe quand même. En réalité, l'empathie découlerait davantage d'un processus cognitif qui permettrait à un individu de percevoir les émotions des autres et de les assimiler à ses propres émotions à lui. Je suis une éponge émotionnelle. Grosso merdo, c'est l'idée. Ok. On est d'accord ? Mhm. Je suis un réceptacle. Ok ? Pour parler de l'empathie, on peut également parler d'hypersensibilité émotionnelle. Tu ne vas pas forcément agir, mais t'es une antenne, quoi. T'es une parabole. Tu captes tout. Tu captes la TNT, tu captes Canal+, tu captes tout. Ok, ouais. Y compris la merde. Eh oui. Ok ? La compassion, elle, de son côté, elle découlerait de l'empathie en elle-même. D'accord, ok. Si l'empathie va te faire ressentir la souffrance d'une tierce personne, la compassion, elle va te pousser à agir pour remédier à cette souffrance. Tu me vois pleurer, tu ressens ma souffrance, tu fais preuve d'empathie. Ta compassion va te pousser à venir essayer de me réconforter. Ok. Donc, si je récupère la métaphore que tu viens de donner avec l'empathie, c'est la parabole, et la compassion, c'est la télécommande. Ouais. Est-ce que je peux t'en proposer une autre ? Vas-y. Mais alors, on pourrait penser qu'elle est ridicule, mais je sais pas, je trouve un sens. Le ridicule ne tue pas. Pardon. Oh, ça je confirme. C'est comme quand Goku demande à toute l'humanité de lui prêter sa force. Donc, Oui. il capte toutes les émotions. Ouais. Pour en faire une énorme boule. Ouais. Et au final, la compassion, ce serait le Genki-dama qu'il lance. Ouais. C'est un peu ça. Enfin, en gros, la compassion, c'est le Genki-dama de la bienveillance, en fait. C'est un peu ça, ouais. Ok. C'est même carrément ça, en fait. Ok. Oui, j'ai compris ce que c'est. Ok, super. Ouais, je suis pas complètement débile. Ok, d'accord. Et donc, si j'ai bien compris, en lien donc avec l'empathie comme réceptacle et la compassion comme télécommande, comme action, comme G, ce que tu veux, tu pensais à un webtoon cette fois-ci qui s'appelait Belle-Mère en mode survie, disponible donc sur l'application Webtoon, avec 15 chapitres en France et 31 en VO. Oui, tout à fait, ouais. Alors, Belle-Mère... pardon. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Alors, Belle-Mère de début, mais Belle-Mère après. Belle-Mère en mode survie, c'est un webtoon que j'ai découvert il y a pas très longtemps et que j'apprécie quand même pas mal. Parce qu'en fait, en réalité... alors, la grosse tendance du webtoon en ce moment, c'est de se retrouver plus ou moins réincarné dans un autre monde. Oui. Façon isekai. Ça peut être réincarné dans un autre monde, ça peut être réincarné dans son roman préféré, enfin bref, dans son jeu vidéo préféré, bref, peu importe. Mais dans Belle-Mère en mode survie, l'héroïne se retrouve en fait plus ou moins réincarnée dans l'un des personnages d'un livre qu'elle lisait. Le hic, vois-tu, c'est que en fait le personnage dans lequel elle se retrouve, qui s'appelle Ruella, moi, à une lettre près, on a Cruella, hein. Voilà. Wink, wink.
Donc elle se retrouve dans le corps de Ruella, qui est la belle-mère d'un petit garçon qui s'appelle Irua. Mhm. Le problème, c'est que Ruella, c'est une belle-mère qui est tout simplement horrible. Elle est maltraitante. Du moins dans le roman. Le truc, c'est que notre héroïne, elle connaît le roman, elle sait ce qui s'y passe. Et en fait, quand elle va se réveiller dans le corps de Ruella, elle va avoir une empathie qui va se créer pour Irua, donc le petit garçon qui souffre, un petit garçon qui est victime de maltraitance, qui n'est confronté qu'à la violence de sa belle-mère et en plus de ça d'une femme, d'une servante de Ruella qui n'hésite pas à faire preuve de violence envers l'enfant. Enfin bref, Ouais, voilà. d'accord. Elle va faire preuve d'empathie envers cet enfant et son empathie va devenir de la compassion parce qu'elle va essayer de dépasser le scénario du roman en intervenant pour sauver ce petit garçon. Et donc on se retrouve là vraiment dans cette comparaison entre l'empathie qui sert de parabole réceptrice. Alors oui, effectivement, elle est un peu biaisée son empathie parce qu'elle sait ce qui se passe dans le roman. Et oui, Mais là, elle se retrouve dans la situation, elle aurait très bien pu choisir de suivre le roman à la lettre. bien sûr. Parce que Sauf- ça lui propose une situation totalement féerique pour elle. C'est ça. Féerique entre guillemets, mais en tout cas très confortable. Voilà, c'est ça. Elle connaît l'histoire. Elle aurait très bien pu choisir de rester dans les clous et de dire bah, de toute façon, je suis riche, je suis pas mal. Voilà, elle aurait très bien pu faire preuve d'ego et dire m'en fous, quoi. Mais en l'occurrence, elle va décider justement d'essayer de devancer tout ça et de changer les choses par ses propres moyens. Et en vrai, ce que je trouve cool avec ce webtoon, mais avec la compassion en général et la nuance qu'il y a avec l'empathie et ce double processus donc de parabole et de télécommande, c'est que il y a un petit côté où la compassion, on l'a vu, c'est également une émotion du sujet, de l'individu, du Ouais. jeu, du moi. Mais Oui. contrairement à la peur de l'autre, contrairement à la peur en général, qui est, comme on l'a vu, une force qui nous tue à petit feu et qui nous empêche d'exprimer notre liberté, eh bien là, la compassion, parce qu'il y a un choix, parce qu'il y a une décision, parce qu'il y a une compréhension de son environnement, eh bien, au contraire, est la preuve que, eh bien, le sujet est libre en fait. Le sujet exprime sa compréhension de l'univers, sa compréhension de lui-même et de ses souffrances. Bah, c'est ça parce qu'au final, si on y réfléchit bien, et je peux totalement me tromper, mais la peur est très individualiste. Là où la compassion, bah, pour le coup, c'est plus être tourné vers les autres, quoi. Et ce qui fait donc écho à l'épisode d'il y a 2 semaines, la confiance, la compassion, ce sont tant de notions qui sont au cœur d'une société harmonieuse. Voilà. Carnin, sur ces beaux mots, eh bien, c'est la fin. Déjà, Non pas de ce monde qui n'entend rien, mais bien seulement de cet épisode. eh ben, Le Déjà. temps est passé très vite, mais Oui. au final, j'ai appris quelque chose à nouveau. Cet épisode m'a encore appris quelque chose. faire preuve de compassion. Oui, Et que la compassion et l'empathie en anglais, c'est le même mot. oui. Ok. Et encore Je suis plus de ravie d'être choses. utile. Encore plus de choses, Carna. Vas-y, continue. Ah, La je sais pas, là, compassion, c'est aussi la réaction de mon banquier quand demain je vais l'appeler et que T'as un je lui souci avec ton expliquerai banquier, la toi. situation qu'il y a actuellement. Oui, monsieur le banquier. Peut-être que ces 200 € de manga sont allés dans des mangas. Mais regardez où ça mène. À des occasions, des mains tendues, des gens qui... Eh ben, des gens qui lisent des mangas avec moi. Donc soyez compassionnants. En compétissant. Oui. Monsieur le banquier. Je vous aime. Oh Et putain voilà. Et voilà. Fin de ce podcast. Je tiens à préciser que là, Max ne porte aucun masque. Il est 100% lui-même.
Alors imaginez quand on va boire un café, comment ça part en sucette. N'hésitez pas à me voir au théâtre des Deux Chèvres tous les vendredis soirs pour un spectacle d'improvisation de 3 heures avec 2h30 de pause, hein, bien évidemment. et en fond sonore, vous m'aurez moi en train de rigoler. On remercie Karna pour les bacs, ainsi que Momo à la lumière et Sandrine au son. Merci Sandrine, on se capte. Mais en tout cas, dans les remerciements, je souhaitais également vous remercier pour avoir écouté cet épisode, ma foi, chaotique, bien que passionnant. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. N'oublions pas de remercier Mangacat, qui m'a pas mal accompagné lorsque je me suis pointée en leur demandant des mangas sur la compassion, les pauvres. Oui, également, c'est vrai que pour la préparation de cet épisode, nous sommes donc allés à la librairie bordelaise Mangacat, une institution pour nous deux, puisque nous écoulons tout notre budget dans cette librairie. Donc vraiment, merci énormément. Karna, quoi dire de plus ? Je vous aime. Non, ça c'est ce que je vais dire à mon banquier à nouveau. Faut suivre Karna. Ah, écoute, je suis une personne âgée, j'ai de la démence précoce. Voilà, j'essaye de suivre comme je peux. Laissez-moi tranquille. Bon, cet outro n'a que trop duré. Merci énormément pour votre écoute. À bientôt. À bientôt. Et Karna, comme on dit à chaque fois, pour la fin. On se donne rendez-vous à Japan Expo. Alors, je pensais à autre chose. Le manga. Le manga Ennei-Livre est partout. Il est dans les cases. C'était Entre Pods, le podcast qui vous parle manga, webtoon, animé et philo. Oui. Bon, cet outro est beaucoup trop long. Ciao. Bonsoir. L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire et à très vite pour discuter entre pods.